Salut! Hey! Ça va Mélo? Oui, c'est vendredi. Ça fait plaisir. C'est une longue semaine. C'est vrai encore? Moins longue que la semaine dernière. Eh bien, raconte-nous ta... Non, je vais pas faire la même joke que chaque semaine. De toute façon, on peut le vérifier, j'ai changé de casquette. Donc, tu sais, j'ai une couleur à chaque fois différente, donc c'est correct. On filme juste ceci back-to-back. Exact. Et ensuite, un mois à l'avance. Et ensuite, on s'arrange parce qu'on sait qu'il y aura des racistes qui vont faire des remarques racistes. Voilà. Du coup, on les met. C'est ça. Et on sait qu'il y aura des super news. Du coup, on les met. Les seules issues, c'est un peu... Les trucs un peu aléatoires qu'on sait pas trop, c'est... Est-ce qu'il va finalement y avoir une guerre nucléaire? Peut-être pas. C'est ça le suspense, c'est amusant. Ça va peut-être nous falloir plusieurs casquettes. Yeah! Oh my god, en plus j'ai recommencé à regarder American Horror Story, puis chaque saison c'est une différente histoire. Et puis là, je suis rendue à celle où c'est un monde après un désastre nucléaire. Et j'étais là, est-ce que je peux regarder ça maintenant? Nice. Mais ça va maintenant, il y a le diable et tout, donc ça va. C'est rendu plus pas réaliste, donc ouais. C'est moins déprimant. Ok. Ouais, non, mais j'imagine. Au programme de la soirée, comme d'hab, yeah. On se fait un petit tour d'actu. Yes. J'espère que le stream marche bien, que tout marche bien. Je pense que là, on atteint un bon niveau. Ouais, je pense qu'on est bon. Si jamais il y a quelque chose, dites-nous-le dans les commentaires. Exactement. Voilà. Tour d'actu. Ah, je vois qu'il y a Adèle. Salut Adèle. Hey girl. Tu fais un super travail. Yes. Dans l'actu, alors, des actus plus ou moins positives? Ouais, on est allé moins déprimant quand même que d'autres fois. Tu dis ça, ça commence avec le décès de Bruno Latour. Oui, mais je veux dire, c'était un homme âgé qui est décédé, là, c'est pas... Ouais. C'est normal. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. C'est ça. Ensuite, on ira... Ah punaise, alors ça, c'est l'initiative dont je veux parler. Yes. Le pipeline de Patrick. Patrick Pouyanné, qui est le directeur général, le président-directeur général de Total Énergie. Ami du show. Non, je te joke. Voilà, c'est un ami du show. Il donne beaucoup d'argent à ce show pour qu'on ne tire pas trop dedans. Mais au contraire, c'est étrange, on est attiré pour... tu vois, on peut pas résister. Et ça, c'est une initiative qui est portée par... les gens qui ont porté l'avion de Bernard, qui était un petit peu... bref, on en parle après. Mais en gros, cool initiative à suivre. Cool. Allumez vos Instagram et vos Twitter parce qu'il y a des belles choses à suivre au niveau du pipeline de Patrick. Ensuite, on ira faire un tour... à Hermont, en France, parce qu'il y a un... Comment je peux dire? Il y a un hommage à Simone Veil qui... la personne a fait une petite erreur en choisissant le design. C'est correct. Moi, j'ai juste mis le titre là où Hermont, France, là où le travail rend libre. Tu vois, hommage à Simone Veil, bien sûr. Et moi, je vais vous parler un petit peu de la rentrée de Aboubacar Soumaoro, qui est le seul député noir italien après la vague fasciste. Et du coup, cette rentrée, qui lui, pour un Ivoirien en plus, elle est vraiment intéressante. Oui. Donc on va juste s'intéresser un petit peu à ce personnage qui est un syndicaliste, quelqu'un qui a... Ouais, non. Ouais, nice. Ouais, je sais, on est au Canada, on n'a pas le droit de dire ce mot-là, mais en gros, voilà. On est parti? Ouais. Puis après, on a des chroniques aussi. Oui, ouais. Puis, ma chronique, c'est ça, j'ai décidé de faire quelque chose de plus light. Parce que parler des grosses corporations qui polluent et tout, après un moment, faut prendre une petite pause, je pense, pour santé mentale. Donc, je vous présente juste une connerie, j'ai trouvé. Nice, ça c'est cool. Qui m'a vraiment fait rire. Et puis moi, je vous parlerai de ce qui se passe notamment en France, mais qui est un mouvement plus profond que ça. Voilà, on va faire un petit peu dans cet ordre-là. Yeah. On va se faire un petit peu dans cet ordre-là. Yeah. Puis en deuxième partie d'émission, vous nous retrouverez. On va jaser de pas mal de trucs. Ouais. Ça va être cool. Ouais. Alright, donc ça, Bruno Latour, philosophe et écologiste, que j'ai appris aujourd'hui que c'était dans les sociologues les top 10 des plus cités au monde. Je trouvais ça m'a vraiment impressionné, là, surtout que on s'attend pas à ça quand on parle de francophonie, tu vois. Exactement. Mais, donc, il était assez âgé, donc il est né en 47, mais c'est quelqu'un de super important. Il vient d'une famille de négociants en vin de Bourgogne, ce qui est... Oui. C'est tellement français. Non, c'est nice. Donc, Bruno Latour qui a passé une agrégation de philosophes, puis il s'est formé en anthropologie en Côte d'Ivoire, a été l'un des premiers intellectuels à percevoir l'enjeu de la pensée écologiste. Ce qui est super intéressant et parcourt
assez unique aussi. Ouais. De la qu'on voit un petit peu plus récemment, en 2021, lors de la parution de son ouvrage Où suis-je? Leçon de confinement à l'usage des terrestres. Son dernier livre, il confiait à l'AFP que les crises du changement climatique et de la pandémie ont brutalement révélé une lutte entre les classes géosociales. Je cite, « Le capitalisme a creusé sa propre tombe. Maintenant, il s'agit de réparer. » Ça... C'est fort, là. Ça, c'est fort. Surtout quand on sait que Bruno Latour, c'est ce que dit le dernier paragraphe, il fait pas mal de choses dans le monde des arts, il publie du théâtre, et surtout, il est professeur invité à Harvard, ce qui est pas rien quand on a un anticapitaliste avoué d'être invité à Harvard. Même si, je dois avouer que l'université d'Harvard a quand même un groupe qui est vraiment très intéressant, où ils invitent chaque année, notamment des penseurs un petit peu alternatifs et socialistes, comme Noam Chomsky, qui lui, plus dans la sphère... comment on pourrait dire ça, anarchiste, on va dire, dans la réflexion, mais aussi Naomi Klein, qui elle... et donc ils ont un cercle socialiste à Harvard, ce qui est d'autant plus marrant parce qu'on sait que l'université d'Harvard a notamment été... eh bien, il y avait des recrutements d'élèves. Lorsqu'il y avait des grèves des travailleurs, les patrons allaient à Harvard pour payer des élèves pour aller briser les grèves. Bref. Yes. On pourrait faire une digression là-dessus. Mais n'empêche que Bruno Latour est vraiment reconnu parmi cette sphère anglophone. Et d'ailleurs, il y a un tweet d'Emmanuel Macron que j'ai trouvé très intéressant sur Bruno Latour. Il dit... cet homme... il parle de lui, donc il dit remerciement de la nation française pour l'œuvre, tu vois, de Bruno Latour, et il dit cet homme connu d'abord à l'étranger et en France. Et du coup, je trouve ça un peu incroyable, tu vois, qu'on est... Nul n'est prophète chez lui. Là. Non mais exactement. Après, c'est parce qu'aussi il dit des choses... après, il les a dit en premier. C'est pour ça que c'est intéressant, notamment les concepts philosophiques sur l'écologie. Et surtout, il avait également une vision de la création de la valeur et de la richesse en lien avec l'écologie à un moment où c'était un peu what the fuck de penser à ça. Je veux dire, début des années 90, 2000... l'écologie, tu sais, c'était pas vraiment non, ça commençait topic, un petit peu, mais c'était vraiment un truc un peu alternatif, un peu granola. Exact. Tu t'aimes les animaux, donc tu veux les sauver, quoi. Je connaissais pas l'expression granola, mais granola, ça vient d'où? Oh my god, ça vient de mes parents, là, mais genre, tu sais, c'est les hippies, mangent du granola, c'est de là que ça vient. Granola, pour moi, c'est un biscuit, un gâteau que tu trouves dans les supermarchés en France. Ben là, c'est plutôt, c'est ça, tu fais ton granola à la maison. Ça... Ok. Ok, bon, il y a une barrière culturelle entre toi et moi aujourd'hui. On apprend des mots ensemble. Regarde. Pour les gens qui nous regardent, granola, ça veut dire quoi pour vous? Enfin, bref, moi c'était ça. Du coup, hommage à Bruno Latour. Et je répète la citation parce qu'elle me fait vraiment kiffer. Le capitalisme a creusé sa propre tombe. Maintenant, il s'agit de réparer. Et quand il dit ça, il dit pas « Oh, le capitalisme t'a fait de la merde, répare ». Non, il dit... Malheureusement, ce sera aux autres, tu vois, aux gens qui sont pas ceux qui ont plus de capital dans le monde, tu vois, qui vont devoir réparer. C'est comme quand ton petit frère ou ta petite sœur faisait de la crap à la maison, puis que c'était ton tour de réparer. C'est un peu ce qui va se passer avec nos oisifs de capitalistes, c'est que malheureusement, c'est les gens qui bossent qui vont devoir ramasser un peu la crap. Sorry. Ça, on le sait déjà, mais sorry. On le sait déjà. Merci Bruno. Je sais pas s'il aurait aimé que je dise ça, mais... je pense que oui. Là, il a quand même fait du bon stuff. Là, puis il était chill. Ouais. Il était chill. Bon. Je vais vous parler maintenant du pipeline de Patrick. Bruno, Patrick, on reste dans les hommes blancs, tu sais. Mais là, il se passe quelque chose. Le titre que donnait l'Obs sur cette chose-là, alors je vais pas lire forcément l'intitulé parce que c'est un sujet... qui m'intéresse moins sous cet angle-là. Pour ceux qui nous voient à l'écran, je vous invite quand même à aller lire le bon article de l'Obs, parce que c'est rare qu'il se concentre sur des comptes Instagram qui sont un peu subversifs, ou des comptes Twitter qui sont un peu subversifs. Là, en l'occurrence, vous avez une capture d'écran du compte de l'avion de Bernard, qui a un compte Instagram et un compte Twitter. En fait... Ces gens-là, le collectif Mémoire Vive, se servent de l'open data, en gros de toutes les données qui sont libres d'accès dans le monde, et ils tentent de décrypter l'actualité écologique et bien sûr les désastres environnementaux et les trucs devant lesquels on reste un peu incrédule au niveau environnemental. Et grâce à cette open data, ils nous le mettent dans la face avec des trucs où en gros on peut comprendre ce qui se passe.
Le but de l'avion de Bernard, notamment, c'était de suivre l'avion de l'homme le plus riche de France, qui est la 3e personne la plus riche au monde. Alors, j'ai pas le dernier classement. J'aurais dû réviser, mais j'ai pas révisé mes rois de France, tu vois, en gros, c'est ça, tu vois, j'ai pas révisé mes salauds. Mais en gros, il me semble que Bernard Arnault est la 3e personne la plus riche de France, du monde, pardon, la plus riche de France, du coup, qui fait notamment son argent en possédant LVMH, donc Louis Vuitton, Hermès. Tranquille. Ouais, tranquille. Et eh bien sa fortune, il la dépense, il l'investit, bref, c'est un capitaliste. Wow. Son métier, c'est de gérer du capital. C'est un peu ça, tu vois. C'est pas la personne qui va se retrousser les manches pour fabriquer un truc, tu vois. C'est pas trop son délire. Il va plutôt exploiter le travail de quelqu'un d'autre qui fabrique un truc pour que lui, ça continue à grossir. Bref. Et là, l'avion de Bernard, en gros, se sert des données qui sont accessibles légalement et librement sur les... on pourrait appeler ça, tu vois, genre les flight radars ou le suivi des aéronefs en vol. C'est ça. Moi, je vous conseille... Enfin, Fly Radar 24, c'est une appli qui est gratuite et qui vous permet de suivre des avions. Donc, si vous avez l'immatriculation d'un avion, vous pouvez un peu connaître son journal de vol. Vous pouvez le suivre en allant. Donc, c'est un truc qu'on m'a montré... que mon beau-fils m'a montré pour un peu savoir quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce que machin il part et tout. Cool, donc tu peux suivre ton avion. Tu vois, quand il traverse l'Atlantique, par exemple, si comme moi tu viens de France puis que tu vas au Canada de temps en temps, enfin voilà. Et là, eux, ils ont l'immatriculation du jet de Bernard Arnault et ils le suivent à la trace et ça permet de faire un petit bilan mensuel des émissions de gaz à effet de serre, non pas dans le but de dire l'avion blablabla, mais de dire l'usage individuel de ce moyen de transport à des fins souvent récréatives. Voilà ce que ça donne en impact sur la planète. On va rappeler une chose aussi, c'est que eux, ils expliquent ça bien dans leur bilan, donc je vous invite vraiment à aller sur le compte Instagram, l'avion de Bernard, c'est que ils rappellent à chaque fois que si on veut respecter les accords de Paris qui ont été votés par tous les pays, par la majorité des pays lors de la COP 21 à Paris, eh bien, il faudrait que de maintenant à 2100, chacun d'entre nous se limite à 2 tonnes de CO2, donc de dioxyde de carbone, émis dans l'air chaque année. 2 tonnes de CO2, c'est beaucoup, et en même temps, c'est très peu sur certains usages qu'on a de la vie de tous les jours. Notamment, prendre l'avion, il me semble que, par exemple, un aller-retour entre Paris et Marseille, on est largement au-delà, tu vois, des 2 tonnes de CO2. Ça veut dire que ce trajet qui aurait pu être fait en TGV pour, on va dire, 2 fois le temps, on va dire en 3 heures, 4 heures, comme ça, tu vois, eh bien, il représente plus d'une année de consommation d'un Français moyen normalement, tu vois. Et là, on parle dans un avion avec d'autres personnes. Oui. Non, mais c'est pas un jet privé. Oui, exactement. Donc lui, il le fait vraiment dans son jet et c'est uniquement récréatif et donc ça fait beaucoup d'émissions de gaz et le but de ce compte-là, c'était pouvoir avoir une traçabilité. Je sais que notamment ils ont suivi le jet de Lionel Messi qui est le joueur argentin et donc voilà, ça permet de mettre un petit peu en relation ce que les gens font avec la consommation que ça implique et les émissions de CO2. Puis ça a commencé aussi la conversation, je pense, par rapport au jet privé où c'est eux notamment qui lancent ça. Bon, ça, tu sais, c'est probablement pas bien, mais il y avait pas la vulgarisation. Et on s'entend là, la plupart des personnes vont pas aller regarder qu'est-ce que c'est les émissions d'un jet spécifique. On n'a pas le temps de faire ça. Mais donc là, t'arrives sur ce compte et vraiment ça te l'expliquait et il y avait l'information accessible. Je sais qu'il y avait côté États-Unis, c'était Kylie Jenner qui était là, Save the planet, nanana. Puis là, il disait mais voici ton bilan carbone pour la dernière semaine, genre ferme ta gueule. Donc ça, tu sais, mais c'est ces conversations-là qu'il faut avoir parce que tu dis quelqu'un qui est visible. C'est bien qu'il parle de l'environnement, mais si en arrière, ce qu'il fait, c'est du gros n'importe quoi, ben, ça vaut pas grand-chose. Exact. Donc, surtout qu'en plus, super important comme initiative, là. Carrément. Et donc, ils ont lancé, donc là, j'en viens à la news. Yes. Ils ont lancé un second projet qui s'appelle le pipeline de Patrick. En fait, le but de ça, c'est de se servir des données qui sont offertes par l'agence européenne spatiale, en gros, des données satellites qui prennent des photos tous les 5 jours. De certains endroits dans le monde et notamment là c'est un endroit qui est au-dessus de l'Ouganda puisque il y a un projet
destructeur pour l'environnement, qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'être organisé, et en gros c'est Total qui est en train de prendre, qui a gagné le marché public, tu vois, si on doit parler comme ça. Et eux, le but c'est de suivre l'avancée des travaux via les captures de ce satellite de l'agence spatiale, et de pouvoir voir à quel point c'est destructeur pour la faune, la flore, l'environnement autour de ce projet. Ce qu'ils expliquent notamment, c'est que je vous invite à aller voir la petite vidéo qu'ils ont fait, notamment sur Instagram, et à suivre le compte, du coup, le pipeline de Patrick. Ça va nous permettre de aussi se rendre compte, eh bien, c'est pas anodin de mettre du gasoil dans son véhicule ou de l'essence, tu vois. Il faut bien aller le chercher quelque part. Et là, on se rendait compte avant que c'était peut-être loin ou bien c'était déjà bien préparé par les entreprises pétrolières. Là, on a des nouveaux projets qui naissent et c'est bien de les voir avant que ce soit terminé. Parce que c'est peut-être encore là maintenant où on peut agir. Ce qui était intéressant, c'est il me semble que à terme, ce pipeline va contribuer à plus d'émissions de gaz à effet de serre que la totalité des émissions de gaz à effet de serre de l'Ouganda annuellement. C'est-à-dire que c'est presque un pays qui va doubler ses émissions de gaz à effet de serre, tu vois, pour aller rajouter du pétrole dans la machine. Et en même temps, je suis obligé d'être un peu l'avocat du diable, où les Ougandais, et ça rattrape un petit peu la discussion qu'on a eue la semaine dernière sur les Suds se rebellent lors de la future COP27, c'est que les pays d'Afrique disent « Non mais attendez, guys, vous avez pollué pendant un siècle et demi, peinard. Nous, l'Afrique, on est à peine en train de se mettre sur les genoux et de se lever. De quel droit, vous, les Occidentaux, allez nous dire... Eh bien, stoppez vos émissions, c'est pas votre moment de faire de l'argent, blablabla. Parce qu'on est dans la marde et que du coup, c'est pas le moment. On est vraiment on defense, tu vois. 100%. Et ce qui me dérange, c'est que cet argument est entendable. Le hic, c'est que si c'était une entreprise ougandaise qui faisait le business, qui avait le marché, et que du coup, il y avait en plus une retombée économique pour le pays qui permettait un développement... Oui, quelque chose à long terme de... Exact. Bon. Or là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? On a un néocolonialisme industriel. Et c'est un peu ce que tu disais la semaine dernière, c'est que est-ce qu'il va y avoir un transfert de compétences de l'entreprise française, donc Total Energy, vers les équipes de l'Ouganda, vers peut-être un département de l'énergie public de l'Ouganda ? Il y aura pas du tout de ça. C'est presque sûr. Déjà... Non, au plus ils vont donner des jobs de merde pour s'occuper de problèmes au niveau de la pipeline et là ils vont dire oh mais on est tellement gentils, on donne des jobs aux Africains de rien, puis comme non ça marche pas comme ça les amis. Si c'était l'équivalent en France, je pense pas que ça serait bien vu de dire oh mais on donne quelques jobs à des petits Français. Mais attends, c'est ça. Attends, si c'est bien vu. C'est bien vu pour les... Attends, non mais si, pour parce les que petits pauvres. faut que je te raconte un truc. Bon, on digresse, mais c'est pas grave, aujourd'hui on a un programme un peu light. Ok, tu sais quoi ? Quand un entrepôt Amazon s'installe... Fuck. Yes. C'est la même chose ici, quand ils l'ont annoncé, c'est tellement incroyable, ça nous amène tout ça, et je suis là genre, guys, non. Comme, premièrement, c'est des jobs de merde. Et on le sait, et c'est documenté, pur et dur, vraiment accessible comme information que c'est des jobs de merde. Et c'est la plupart des jobs à temps partiel qui te donnent rien et qui te fait à peine survivre. Exact. Et là, les gens, wow, oh my god, wow, non, mais c'est ça ici, such a big deal. Comme, non. Il y a une statistique incroyable, c'est que, alors c'est une statistique pour la France, je connais pas la même chose au Canada, mais je pense qu'on doit pas être loin de ça. Probablement. En France, pour chaque un emploi créé dans une grande surface à l'extérieur de la ville, ça détruit 1,7 emplois à l'intérieur de la ville. Et c'est d'autant plus vrai pour les entrepôts logistiques comme Amazon. Et je rebondis juste sur ce que tu dis, où on sait que c'est des jobs de merde, c'est documenté. La première chose, si tu veux savoir si ce que tu fais c'est un job de merde, essaie de savoir si on a renommé ton type de poste pour en faire quelque chose de classe. Ouais. Les gens qui travaillent chez Amazon sont appelés des associés. Des associés, c'est-à-dire qu'en gros, t'es associé à la réussite de l'entreprise. Plus c'est de la bullshit dans ton nom de job. Oui. Le plus long, le plus que t'as t'es technicien de ci, t'es coordonnateur de ça, mais en fait, tu gagnes à peine assez pour pouvoir manger et avoir un lieu où vivre.
Exact. Peut-être que c'est pas exactement ce qu'on te vend. Non, mais exactement. Et alors, un exemple qui est vraiment criant, ça a été vraiment fort, mais par exemple, l'usine Renault, donc notamment dans le nord de la France, à Valenciennes et à Douai, qui produisent des voitures, tu vois, eh bien, tu sais comment s'appelle le titre du chef d'équipe sur la chaîne de production ? Directeur de quelque chose ? Non. Non. Alors, si je devais donner une métaphore géographique, je dirais t'es 10 000 pieds trop bas. Oh man, ok. Oh mon dieu, t'es le président de quelque chose. Il s'appelle des pilotes de ligne. Ah, fuck. Ton job, c'est pilote de ligne parce que tu travailles sur la ligne de production. Ouais. Ok. Non mais what the heck, quoi. Bref, donc en gros, si tu veux savoir si ton job c'est de la merde, écoute le titre et regarde si on l'a pas un peu enjolivé. Par exemple, opérateur de propreté, technicien de surface pour nettoyer par terre. Ouais. Voilà, tu te dis que on a essayé de te payer avec un titre, tu vois, et que on va pas vraiment te payer ton. Mais ça rattrape presque ma chronique d'après. Je suis vraiment trop content. On est un peu en avance. Mais c'est comme ça qu'on vend ça. Non, mais c'est comme ça que j'ai déjà vu ça avec surtout des personnes qui venaient d'arriver au pays où ils se disaient non, mais cet emploi-là, je peux pas le prendre parce que chez moi, ce titre est pas assez valorisé. Exact. Donc, si le titre est pas assez fancy, tu veux pas l'avoir sur ton CV parce que les gens vont pas penser que t'as fait ta job. Exact. Il y a tellement une hiérarchisation de ça où si t'es adjoint à quelque chose, mais alors t'es pas le directeur du truc, même si peut-être que t'as travaillé autant que... Exact. Ça crée un tourbillon où t'es obligé d'avoir tous ces noms bullshit qui veulent rien dire. Donc, on en revient. Yes. Job de merde pour les Ougandais. Yeah. Un projet qui va rapporter énormément d'argent à Total et qui va permettre également... je vous reparle de Total après dans ma chronique à moi et de cette France qui est un peu en train de bouger. En tout cas, suivez le pipeline de Patrick. Ça risque d'être une belle aventure. On va voir comment l'Ouganda se fait défoncer par Total Energy pour doubler ses émissions de gaz à effet de serre. Non pas au service des Ougandais pour avoir un peu de richesse, mais plutôt au service de Total Energy qui va encore, comme toute entreprise capitaliste, renflouer ses actionnaires, c'est-à-dire des gens qui ne branlent rien. On le sait. Donc voilà, on suit ça, et puis on espère pouvoir parler un jour, avoir comme invité, ce serait vraiment trop cool, les mecs et les meufs de collectif Mémoire Vive, pour pouvoir parler de cette initiative, parce que ça touche beaucoup de choses. Ça touche un bout de l'Afrique francophone. On est entre le Soudan et la République démocratique du Congo. Donc il y a des francophones dans la région. On aimerait bien avoir leur point de vue à eux. Mais on aimerait surtout avoir pour l'instant le point de vue de la team de l'avion de Bernard, on va appeler ça, et du pipeline de Patrick. Yes. All right. On change de vibe. Mais donc, Hermont, en France, là où le travail rend libre. Contexte pour ceux qui connaissent pas Simone Veil. Donc, Simone Veil est une grande femme de France qui a eu plusieurs premiers postes par des femmes. Elle est aussi une survivante de l'Holocauste. C'est pourquoi cette nouvelle est encore plus importante. Exact. Et donc, le 1er juillet dernier, la municipalité d'Hermont a inauguré son nouvel espace vert, le parc Simone Veil, hommage à cette grande femme de la politique française, qui, en tant que soi, cool initiative. Why not? Mais... En ligne, les internautes critiquent le portail à l'entrée du parc, dont le design rappelle celui de l'ancien camp de la mort, Auschwitz-Birkenau. À la suite de la polémique, le maire d'Hermont annonce le retrait de l'enseigne. Elle sera remplacée par une structure en bois longiligne. Donc, pour ceux qui le voient pas, c'est un design mais avec une petite bosse dedans où il est écrit un texte. Et le truc, c'est que quand tu arrives à Auschwitz-Birkenau, là où beaucoup de gens sont morts, c'est à peu près le même design, chose. Donc... Sauf qu'à la place, ça dit Parc Simone Veil. Donc, sur les grilles de Birkenau, de Auschwitz, en plus, c'est le camp Auschwitz 1. Pour ceux qui ont eu la chance de le visiter, moi, voilà, c'est plusieurs fois que j'y suis allé, tu y es allé aussi, il me semble. C'est vraiment un moment fort, très personnel, tu vois. Mais là, pour tous ceux qui y sont déjà allés, la photo du parc Simone Veil qui a été produite là, ça fait vraiment un gros choc. Genre, guys, là, il y a...
Et c'est un design hyper spécifique aussi. Non, mais carrément. Tu sais, c'est pas un signe auquel je pense. Non. Genre, si c'est une erreur, quelqu'un a vraiment fucké up sa job. Non, mais oui, là c'est obligé. Dude. C'est vraiment, enfin, Dude. Là, à quel moment, enfin, bref, donc normalement la citation originale qui est sur le camp d'Auschwitz, c'est Arbeit macht frei, c'est le travail rend libre, c'est ce qui permettait un petit peu le contrôle des masses pour les concentrationnaires, comme on dit, tu vois. Ça permettait de les garder un petit peu avec une sorte de lueur d'espoir en se disant si je vais bosser bien, peut-être que j'atteindrai la liberté, etc. Le fait que ce soit répliqué avec exactement le même type de design, je trouve ça vraiment incroyable. Surtout qu'en France, c'est assez rare d'avoir des arches métalliques au-dessus des portes. On a souvent une plaque commémorative à côté, tu vois, de l'entrée. Ou même un buste quelque part. Ou un joli portail ou quelque chose, mais pas... ça, c'est comme ça, un design fucking random. Non, mais carrément. Carrément. J'ai mis un peu de contexte pour Simone Weil dans le sens où elle a passé 7 mois à Auschwitz-Birkenau et lorsqu'elle arrive à Auschwitz, elle ment sur son âge. Ce qui lui permet d'éviter la chambre à gaz. Wow. Donc en fait, elle dit qu'elle est majeure, alors qu'en fait elle a 16 ans. Shit. Et du coup, elle évite la chambre à gaz et surtout, elle survit 7 mois dans le camp, ce qui est... Alors, c'est pas un record, parce qu'il y a d'autres qui ont eu des longévités importantes, mais c'est long, 7 mois. C'est vraiment long. Ça te laisse le temps de perdre 50% de ta masse corporelle. Ça te laisse le temps d'être... de subir des atrocités. Non, mais carrément, tu vois. Donc, voilà, c'est... Vraiment important. Et donc, du coup, elle a été dans le camp entre avril 44 et janvier 45. Et quand ça commence à chauffer, elle est envoyée dans un autre camp. Il me semble que sa sœur part à Ravensbrück. Sa mère décède pendant le trajet. Et elle atterrit dans un autre camp. J'ai plus le nom, tu vois. Mais en gros, elle fait partie des gens qui sont passés par le concentrateur de Drancy. C'est-à-dire qu'en fait, elle a aussi... Enfin, voilà. Elle a vraiment vécu un truc de fou. C'est notamment une personne importante pour les droits des femmes et l'accès à l'avortement. C'est elle qui l'a... Ben, elle, c'est pas toute seule là, mais c'est en grosse partie elle qui a poussé pour la légalisation et la loi est même connue sous sa loi. Exactement. Donc là, il y a vraiment eu une erreur de... Enfin, mais c'est même risible en fait. On en rit là maintenant, mais... Oui, non, mais c'est à ce point-ci... Vaut mieux en rire parce que c'est trop ridicule. Mais voilà, ça... Guys, là... C'est comme quand tu vois des choses de marketing sortir puis tu dis non, quelqu'un a fait une erreur, il n'y a pas eu de comité de révision, là, ça... You know? Ça tombe bien ce que tu dis, parce que j'ai décidé d'ajouter un bonus à cette news-là. Voilà, oui, communication. Nos communicants ont du talent. Alors celle-là, je vous la donne en mille. Pour ceux qui ne nous voient pas, qui nous écoutent en podcast, voilà. Il y a une photo qui a été prise par par la mairie de Noisy-le-Sec, donc en région parisienne, et c'est une photo qui a été publiée par la mairie sur sa page Facebook. Ça date du 10 mai 2019, c'est la journée de commémoration et du souvenir de l'esclavage et de son abolition, et la photo qui a été prise par la mairie, c'est donc le maire, Madame le maire, qui parle et il y a un pupitre devant elle. Sur le pupitre, il y a bien écrit Journée nationale d'abolition de l'esclavage. Et il y a 2 jeunes qui tiennent des parapluies derrière. Et il se trouve que Madame le maire est blanche et que les 2 jeunes qui portent les parapluies derrière sont noirs. Aucun problème là-dessus. Si ce n'est que c'est pas le jour. Non, vraiment pas. Pour faire ce genre de photo. Donc ça a été mon petit délire pendant un moment quand je donnais des cours de communication, tu vois, dans la fonction publique. Ça, c'était un petit peu mon petit cas d'école, tu vois, ma petite Madeleine de Proust que t'aimes bien ressortir de temps en temps. Je suis vraiment désolé pour les personnes qui n'ont pas vu ça au moment de le publier sur la page Facebook. Mais c'était vraiment... Enfin, c'est une erreur de communication, même si, parce que derrière, du coup, il y a une attaque de la part des internautes qui se disent What the fuck? Exactement. C'est quoi ça? Qui se disent ça, tu vois. Mais quand même, tu vois, tu te dis, malgré ça, ça mérite quand même. Voilà, c'était vraiment un gros what the fuck. Hein, je comprends pas. Donc, ce que précise la mairie après, c'est que
c'est les jeunes. Le but, c'était fait aux abords d'un lycée et d'un collège. Et les jeunes se sont spontanément proposés pour porter les parapluies. Oui, tu te doutes bien que... Genre, c'est un beau geste. Je devine qu'il y a personne qui a dit... Pour cette journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, on va aller demander à des Noirs de faire du travail pour les Blancs. Je pense que personne n'a pensé ça, ou je l'espère en tout cas, mais c'est presque certain que non. Exact. Et c'est un beau geste. Et en tant que soi, si ça serait pas mal n'importe quel autre jour, ça serait fine. Exactement. Mais pas là. Mais... Ça, ouais. Voilà. Non. Erreur de débutant. Exact. Erreur de débutant. Et ce que je veux dire, du coup, c'est que dans l'émission, on va souvent parler de ces erreurs-là qu'on fait dans nos conversations de tous les jours. Comment on corrige, comment on annule, CTRL-Z, comment on annule toutes les pensées, les biais qu'on peut avoir. On les actualise, on se dit, ok, en fait, il y a des peuples qui ont souffert, il y a des gens qui ont souffert, il se passe des choses. Je ne peux plus dire ça comme je le disais avant. Parce que la conscience collective fait que, puis même, on travaille, puis on avance, et puis on grandit, quoi. Et là, on se rend compte qu'en plus, quand ça devient visible à ce point-là... C'est ça. Et là, comme... Si ça aurait été un truc en personne, etc., et que c'est expliquer le contexte et tout, fine. Mais quand... Non, t'as pas le droit de surtout faire dans ça, un monde où il y a l'Internet, et que tu vois beaucoup de choses sans contexte... Exactement. Il faut penser au côté... parce que la perception veut pas. Exact. Faut que tu dises, si quelqu'un voit ceci sans contexte, est-ce que ça va avoir l'air de quelque chose d'autre que ce que je veux dire? Et c'est pas toujours facile de contrôler ça, mais... Non, jamais. Là, on a des exemples comme ceci qui rendent mal à l'aise. C'était... Bref, on passe là-dessus. Erreur de débutant. Mais c'est cool parce qu'on peut en parler quand même. Oui. Si tout allait bien, on serait pas là. Non, exactement. on serait en train de crier à propos, là. Ouais, on serait en train de faire autre chose. Yes! C'est moi tout de suite. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça c'est une vraie. Ok, c'est une nouvelle positive. C'est une nouvelle positive. Allez, on va le dire ça comme ça. La rentrée de Aboubacar Soumaoro, député italien, un noir en pays fasciste. J'ai intitulé cette news de cette manière-là. Donc là, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent en podcast, il y a une photo de Monsieur Soumaoro qui rentre dans l'hémicycle italien, notamment le poing levé. C'est très important, et surtout avec des bottes en caoutchouc, parce que le principal de son combat, lui qui arrive de la Côte d'Ivoire à l'âge de 18 ans, si je dis pas de bêtises, en gros, il arrive à un moment en tant que migrant, il traverse la Méditerranée. Wow. Ok. Il dort dans la rue, il dort sous les ponts, et il se retrouve, comme tous les immigrants, à être exploités par des propriétaires terriens italiens, et notamment pour produire des légumes. C'est pas constitutif de l'Italie, ça, on retrouve ça partout ailleurs. On trouve ça dans le sud de la France, on retrouve ça en Espagne, on retrouve ça aussi au Maghreb. En Amérique du Nord, partout. Hein, ça... Exactement. C'est pas la même population, mais c'est en gros, on a tous nos immigrants qui arrivent, et puis on leur met la misère et tout. Donc lui, il est notamment syndicaliste maintenant, donc il s'est levé un petit peu contre ça. Il a passé une maîtrise en droit et en syndicalisme, donc ça, c'est assez cool. C'est pas parce que lui l'a fait que tout le monde peut le faire. Attends, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais on dit juste que c'est cool que quelqu'un qui aurait pu devenir, comme on l'a dit la semaine dernière avec Annie Ernaux, un transfuge de classe, c'est-à-dire quelqu'un qui change de classe sociale, aurait pu très bien se dire, bah oui, mais si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est ça. Non, lui, il se retourne derrière lui, il se dit, ok, bro, il y a des gars derrière moi qui ont le même parcours que moi, et il faut qu'on les défende, et il faut qu'on se mobilise pour faire ça. Il est élu, je vous le donne en mille, bien sûr, il est pas élu sur une liste de droite. Surprise! What? Je me demande vraiment pourquoi. Donc, il est élu chez les Verts italiens. Wow. Donc ça, c'est un peu surprenant et intéressant, tu vois. Comme quoi l'écologie, puis un petit peu les combats sociaux ont l'air d'être un peu intimement liés. En tout cas, ça se voit à travers les personnes qui sont élues dans les différents États comme députés, alors des fois comme chefs d'État, on a pu le voir dans d'autres, comme les pays scandinaves notamment, parmi les écologistes. Mais là, du coup, ça c'est vraiment une vraie bonne nouvelle, et je voulais revenir sur une chose. La dernière partie de l'article qui était rédigée sur lui, c'était « Il garde en tête une phrase de sa mère, ma force ». C'est qu'elle nous disait, la pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle, c'est aussi la pauvreté culturelle et spirituelle. Et ce qu'il enseigne à son fils, c'est un peu ça. Et à chaque fois que lui va manifester, parce que le travail d'un syndicaliste,
comme le travail de tout travailleur qui veut défendre ses intérêts, c'est d'aller montrer quand ça va pas, donc d'aller manifester. Et ce que son fils dit quand lui va manifester, c'est « Papa, il va faire la liberté ». Wow. Et je trouve ça trop nice, tu vois. Ça, c'est vraiment cool. Je trouve ça trop nice parce que la liberté, c'est un peu une notion qui est un peu dévoyée actuellement. Ouais. Oh, je vais te donner de la liberté. Ouais, la liberté, mais la liberté de quoi? Je sais pas, mais je la veux. Non, mais. Ok, voilà. oui, mais. Exactement. La liberté de vivre dans un monde où tu vas être exploité librement. C'est un peu ça, tu vois. Or là, quand on va chercher la liberté, c'est plutôt dans le sens de je combats mon aliénation au travail et je me rends libre. Alors. Aucun rapport avec ce qu'on a dit avant sur le travail rend libre. Oui, non, pas la même bataille. Mais n'empêche que le travailleur, à travers le gain de son salaire et le gain de ce qu'il a produit qui lui retourne, gagne une liberté qui lui permet de bien vivre normalement, si le système n'est pas fucké. Ouais. Comme ça l'est actuellement. Puis je vais en parler après, notamment avec l'histoire de l'inflation. Mais en tout cas, là, je trouve ça vraiment intéressant que son fils dise ça. Ouais. Papa, il va faire la liberté. J'ai trouvé ça vraiment cute et vraiment intéressant parce que ça remet la liberté au centre de tout un tas de choses. La liberté a l'air d'être de droite. Tu sais, si tu l'observes comme ça, si tu la prends pas au sens de aliénation au travail, la liberté a l'air d'être de droite puisqu'elle te laisse la libre possibilité de consommer. Ouais, c'est ça. En fonction de tes moyens. Ouais. À la place de vivre dignement. Être libre de vivre dignement de ton travail. Libre. Exactement. De penser ce que tu veux. De pas subir peut-être la publicité, la propagande, tout. Tu vois. Donc, voilà. Et là, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, du coup, on va souhaiter, bien sûr, à Aboubacar Soumaoro une bonne rentrée. Oh, bonne chance, man. Et punaise, bonne chance, parce que là, tu vas être entouré de fachos, mon gars. Genre pas mal littéralement. Non, mais oui, au sens propre et figuré, là, tu sais, t'es avec les descendants de Mussolini, t'es le seul noir à l'Assemblée législative, t'as intérêt à t'armer de... de tout ce que tu peux pour survivre, quoi. Non, et nouvel arrivant lui-même, tu sais, il est arrivé... nouvel arrivant, c'est pas si nouveau, mais... c'est un immigrant. Ça, on va lui dire, t'es pas un vrai Italien, t'es pas un vrai ci, t'es pas un vrai Exactement. ça. Donc, bon courage. Ça, Mais du coup, ça, c'est une belle histoire qu'on voulait aussi raconter. Cool. Et bien sûr, il parle français parce qu'il vient de Côte d'Ivoire et donc ça rendra aussi heureux les Ivoiriens qui peut-être nous écoutent en podcast, on espère. Et c'était ça, je pense, pour notre partie actu. Yes! Oh my God, guys! Valentin, tu sais tellement pas qu'est-ce qui s'en vient, là. Non, mais j'ai peur, moi, c'est quoi? Donc, là, c'est des toilettes portatives, mais extérieures, parce que là, on s'en va dans la nature, les amis. On va parler de bien-être. Donc, en gros, le bien-être, c'est ça, j'ai changé de toilette intérieure, parce que là, c'est plus... OK. C'est plus nature. Ah oui, d'accord, qu'est-ce que c'est que cette merde? T'as quand même mis une image de toilette. Oui, c'est quand même une toilette, mais là, c'est ça, on est sorti dehors. OK, on est dans la forêt. Putain, je suis content. Mais donc, c'est pour parler de tu sais, il y a l'industrie du bien-être, du wellness industry qui était avant pas mal le diet industry, mais bon, maintenant, dire d'aller sur une diète, ça marche moins. Alors là, on a dit wellness, sens-toi bien, hurrah. Et là, il y a tous les gros et n'importe quoi qui sont rentrés là-dedans, donc Christo et compagnie. Christo? Pour les pierres. Voilà, la lithothérapie. Yes. Crystals, yes. Nice. J'ai mon améthyste autour du cou, là. Hein? C'est vrai, ça. Voilà. Est-ce que tu l'as rechargé à la lune? Non, même pas. Elle est plus chargée, ça ne sert à rien, en fait. Ah ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai besoin de café, en fait. Mais donc, voilà. No offense. Non, it's all good. Mais donc, on rentre dans cette sphère-là. Et je parle de ceci parce que c'est ça, on a fait quand même on a eu des discussions assez glauques ces derniers temps et le monde n'est pas toujours facile. Alors j'ai voulu partager quelque chose de complètement con que j'ai trouvé et qui m'a vraiment fait rire. Donc je vous parle d'un bronzage alternatif. Ou comme ce que cette femme est en train de faire, qui est Metaphysical Megan, qui a plus de 30 000 abonnés. Elle est en train de bronzer des parties du corps qui normalement ne voient pas le soleil. Non mais quoi? Donc, j'ai été inspirée par le post incroyable de Vice France où ils ont expliqué cette tendance avec nouvelle tendance bien-être sur TikTok, se faire bronzer le trou de balle, qui est le meilleur titre que j'ai vu depuis si longtemps. Alors, le bronzage du périnée
pour ceux qui ne savent pas, allez le googler. J'ai pas envie de vous faire un cours d'anatomie, mais ça se retrouve entre vos jambes. C'est en surfant sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, vous aurez sans doute aperçu des publications un peu étonnantes, pour ne pas dire franchement bizarres. Parce que c'est un peu bizarre quand même. Les deux jambes en l'air, le bas de maillot ou la culotte tombée, et les parties génitales exposées directement face au soleil. On prend ça de Cosmo, la Bible de tout ce qui se passe entre les jambes. Alors, je continue avec Vice France, qui est... je les remercie tellement, ça a vraiment fait ma journée. Donc, le perineum sunning. Il y a un hashtag. Oui, il y a un hashtag. Alors, je lis leur post avec ce hashtag qui obtient actuellement plus de 2,7 millions de vues sur TikTok. Qu'est-ce qui se passe, les gens? On ne parle pas de l'une de ces tendances bien-être hyper niche qui voit parfois le jour pour aller s'éteindre 3 publications plus loin dans l'indifférence générale. Non. À ce stade, la principale question c'est « Que se passe-t-il? » Et pourquoi tant de gens écartent leurs jambes pour laisser le soleil leur envoyer des UV directement dans le périnée? Qui est une excellente question, parce que quand on va chercher un peu plus là-dessus, eh ben, les dermatologues, ils ont envie de dire « Guys, c'est parties du corps qui vont pas au soleil. Ça donne le cancer de la peau. Ça vaut rien. Ce n'est rien ce que vous êtes en train de faire. » Je recommande d'aller sur ce hashtag parce que les photos sont fucking drôles. Mais ça c'est pour plus tard pour votre soirée. Donc, il y a un commentaire de la part d'un des utilisateurs TikTok qui explique ce que ça le fait ressentir de faire ceci. Et c'est honnêtement, ça fait vraiment du bien de sentir la chaleur du soleil se répandre dans cette zone. C'est un sentiment impossible à décrire, comme si la lumière du soleil remplissait votre être de fond en comble. Mais what? Et là, on passe à quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, dans Libération, il y a plein d'articles sur ce sujet, là. Je prends pas un truc que personne n'a jamais vu, là. Il y a 2,7 millions de personnes qui ont regardé ceci. Donc, Meghan Métaphysique, donc la première madame qu'on a vue au début, qui est allongée donc sur le dos, les deux jambes en l'air, elle se tient les jambes pour bien écarter et faire bronzer tout ce qui normalement ne verrait jamais la lumière du soleil. Donc, elle dit qu'elle serait inspirée d'une pratique ancestrale issue du taoïsme. Après quelques recherches, il s'avère que si le taoïsme, considère le périnée comme une zone du corps à stimuler à travers la respiration ou l'automassage. Donc, bonne soirée, les amis, après l'émission. Have fun. Le soleil le soleil n'est apparemment pas invité à la séance. Really now? Autant dire que l'injonction du bien-être a encore frappé. On applique des règles prétendument ancestrales et on les adapte ou alors on les invente carrément. Donc ça vient de Libération. Alors c'est vraiment l'idée que, et on le voit continuellement à travers toutes les différentes choses de justement wellness, bien-être, etc. Où il y a ce truc qui est quelque part dans une religion ou une croyance ancestrale. Ouais, ok. Fine. Tu peux en penser ce que tu veux. Et après ça, madame whatever, elle va se dire « Ah, attends une minute, moi je vais adapter ma version pour me faire méga du fric et des abonnés sur les réseaux sociaux. » Elle a commencé sur Instagram et maintenant, voilà, on se retrouve tous sur TikTok pour faire ça. Je suis vraiment désolée pour la prochaine image. Ça va trop faire rire. Voilà. Oh oui, en passant, ces photos, je les trouve toutes et les gens se taguent dans des parcs nationaux un peu partout et j'ai envie de dire, guys, vous faites ce que vous voulez dans votre temps libre, mais s'il vous plaît, je veux pas aller faire du hiking et là me tourner et voir quelqu'un avec les jambes complètement écartées en train de se faire illuminer le trou de cul. Ouais, non mais... Ça, voilà. Donc, conclusion, on dit non au cancer de la peau. Surtout entre les gens. Et Jesus Christ, je peux pas imaginer ce que c'est un coup de soleil quand tu fais ça. Non, mais purée. Alors, on flush. Sorry, guys. Nice. On dit non. Voilà. Voilà, donc c'était léger cette semaine. Mais c'est pas vrai, mais c'est quoi ce truc?
Ah non, mais c'est gros. Ok, je connaissais c'est pas. gros, là. Non, mais je connaissais pas. En plus, tu sais, c'est correct si tu connaissais pas. Non, mais il y a des pratiques un peu... Enfin, ah oui, il y a du gros what the fuck, là, mais... etc. Il y en a toujours. Là, celle-là, elle est un peu... Ok. Je sais pas trop quoi dire, là. Il y a rien à dire. Putain, mais c'est incroyable. Et s'il y en a qui veulent aller tester, dites-nous si vous vous sentez vraiment réénergisé après. Parce que dans toutes les choses qui sont prétendues, qui arrivent, ça, la longévité, le sol, l'énergie incroyable, etc. Like, tu te sens vraiment bien parce que t'es dehors dans la nature. Non, mais le reste... Ça, oui. Puis même si tu veux... si tu veux prendre le... Oui. Et puis, attention... On n'est pas en train de dire que le soleil, c'est mauvais, blablabla, tu vois. Non. Il faut sortir. Yes. Parce que, tu vois, par exemple, je sais que tu as certains métiers qui ont des... Alors, désolé, je reparle encore de la France, mais tu as certains métiers qui, par les conditions de travail, ont des primes. Ouais. Soit des primes de risque, soit des primes de conditions de conditions de vie, parce qu'ils voient par exemple jamais la lumière du jour. Je sais que par exemple notamment les pilotes et les chauffeurs de métro dans le métro parisien de la RATP ont des conditions de travail aménagées pour permettre de voir le soleil, etc., etc. Ils ont des compléments alimentaires, ils ont une médecine du travail qui leur permet d'être suivis pour vérifier que bien ça c'est plus ou moins respecté, tu vois, pour eux et que c'est cool, tu vois. Non, c'est ça, la nature, c'est bien, c'est très important. Écoutez, si vous voulez être tout nu dans la nature, j'ai absolument rien contre ça. Le nudisme, c'est super fun, puis enjoyez vos vies. Il y a plein d'endroits pour le faire, etc. Ouais, on est tous nus, puis c'est ça la vie, là. Mais il y a une différence entre aimer être nu dans la nature et se mettre sur les réseaux sociaux pour se faire bronzer l'anus et prétendre que ça a plein de bienfaits qui n'ont aucune logique whatsoever par rapport à ça. Exactement. Voilà la différence, les amis. Donc voilà. J'espère que vous êtes bien régalés, tout le monde. Merci, Mélo. De rien. Je peux te parler d'autre chose? Yes. Est-ce qu'on va parler de trous de cul figuratifs? Oui, plus ou moins. On va parler de trous de cul figuratifs. Ok. En plus, je vais la faire courte, c'est cool parce que j'avais pas mal de choses. Il faut pas que je parte dans tous les sens. Ok. Si je pars trop loin, tu me le dis. Mais j'ai 3 trucs dont je veux parler. Ouais, je veux parler inflation. Ça, c'est un gros mot, tu vois. C'est un truc qu'on connaît tous où qu'on soit dans le monde actuellement. Là. Énergie. C'est un truc qu'on connaît tous où qu'on soit dans le monde. Yep. On l'a vu tout à l'heure. En Ouganda, partout ailleurs. Et grève générale, c'est quelque chose que l'on risque peut-être de connaître bientôt. On a connu des gros épisodes récemment dans certains pays. Je parle notamment de l'Inde. Voilà, il y a quelques mois, c'était assez chaud. Mais là, je vais parler de celle qui est en train de naître en France, notamment des 2 premières, de l'inflation et de l'énergie. Dans un premier temps, je vais juste vous dire que l'inflation, c'est peut-être une bonne chose pour les travailleurs. Et je vais devoir m'expliquer pour vous dire ça, parce que bien sûr, le mot inflation fait peur. C'est quelque chose qui fait... l'inflation, c'est l'augmentation générale des prix. On sait à peu près tout ce que c'est. On se rend compte, lorsqu'on va faire nos courses, nos emplettes, notre shopping, notre magasinage, là, que les prix augmentent partout. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nous, pour pouvoir vivre la même chose, avec les mêmes choses qu'on achetait avant, eh bien, on peut en acheter moins, ou bien, on peut en acheter autant, mais on est obligé de se restreindre sur d'autres choses. C'est ça que ça représente l'inflation dans notre vie de tous les jours. Là où je dis que c'est peut-être... là où je pose la question, est-ce une bonne chose pour les travailleurs? Eh bien oui. Je vais le dire pourquoi, et à une condition. C'est une bonne chose à une condition. Il faut savoir que l'inflation, c'est un des meilleurs outils pour rééquilibrer le partage de la richesse entre capital et travail. Je vais donner un exemple tout con. Quand je dis capital et travail, le travail, c'est quand tu travailles, tu produis de la richesse, et en tant qu'employé, salarié, tu en touches une partie de cette richesse, pas la totalité, mais une partie, parce qu'on vit dans un monde capitaliste. Et le capital, c'est des choses qui sont là, qui ne sont pas du travail, mais qui servent soit
qui contribuent à la production de richesse par des choses stagnantes qui sont là, qui ont été accumulées. Et des fois, ces choses stagnantes, ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la dette, ça peut être des actions, ça peut être... Globalement, on appelle ça du capital. Voilà. Des machines, des bâtiments, ça fait aussi... C'est aussi ce qu'on appelle du capital. Là où je vais vous donner un exemple intéressant, c'est que je suis un producteur de fruits et de légumes, admettons, et je vends une tomate. J'aurais peut-être pu prendre un autre fruit et légume ici, mais je vends une tomate $1. Ok, c'est ça le postulat de départ. Et c'est un peu ce que ça me coûte et combien je la vends. Et ensuite, ça couvre tout. Ça couvre tout ce que j'ai chez moi qui m'a coûté la production de cette tomate. Mon travail personnel, le travail de mes employés, de mes fluides, comme l'énergie, etc. J'achète... j'ai besoin de faire un prêt à la banque pour acheter une nouvelle serre. Pour faire pousser d'autres tomates. Ou pour réparer la serre que j'ai déjà. Cette serre va me coûter $1000, 1000 euros, 1000. Je vais pas mettre de monnaie derrière, comme ça on se reconnaît tous. Donc, je vends mes tomates 1 et je dois emprunter à la banque 1000 pour pouvoir mettre en place la nouvelle serre. Ok ? Ça, c'est la situation initiale. Il faudra que je vende donc 1000 tomates pour, en gros, avoir l'équivalent de ce que j'ai donné de ma serre. Je vais pas tout rembourser d'un coup parce que ma marge, c'est pas exactement ça, mais en gros, 1000 tomates vendues égale le prix d'une nouvelle serre. Si je fais 1 pour 1. L'inflation arrive. L'inflation arrive, tout augmente. D'accord ? Donc, mes semences, elles augmentent, tout augmente. Ma tomate, l'inflation est de 100%. C'est-à-dire que ma tomate, elle va doubler de prix. Oh, damn. Je vends ma tomate 2. Ok ? Donc, ma tomate vaut 2 après le passage de l'inflation. Souvent, ce sera jamais le cas, ce sera une inflation. Là, on a déjà une inflation à 10%, c'est déjà gigantesque. Mais c'est pour l'exemple. Donc, ma tomate valait 1 avant, il m'en fallait 1000 pour rembourser ma serre. L'inflation passe, et ma tomate, je la vends 2. Ok ? Combien il me faut de tomates pour rembourser ma serre ? La serre, elle est encore au même prix? Parce que c'est du capital, ça n'est pas impacté par l'inflation. Ok. Du coup, le travail pour produire 500 tomates rembourse ma serre. Wow, ok. Exactement. En fait, à travers cet exemple-là, tout ce qui est les emprunts, les actions, le capital ne bouge pas en fonction de l'inflation. Seul le travail et sa valeur va bouger. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que la seule chose à laquelle il faut veiller, pour que ce soit un bon outil de répartition capital-travail, la seule chose à laquelle il faut veiller, c'est que tu sois payé par l'inflation aussi. C'est-à-dire que si toi, t'es travailleur et que, ok, ta tomate, elle vaut 2, mais que tous les gens dans la chaîne de production, ils gagnent moins, ils pourront plus de toute façon acheter les tomates. Non, c'est ça. En gros, t'es perdant de toute façon. Du coup, c'est là où il y a un mécanisme qui permet de protéger le capitalisme contre ça. C'est notamment les banques centrales. Leur mission principale, c'est de limiter l'inflation. Alors que l'inflation est une bonne chose. Les libéraux économiques vous diront tous, l'inflation, c'est trop bien pour les peuples et les individuels. Parce que, par exemple, quand il y a de l'inflation dans un pays, la dette qui, elle, était à un moment donné, qui est du capital, va fondre. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'un pays produisait avant, en une année, ça lui permettait de rembourser sa dette, d'accord ? Si l'inflation est de 100%, ce que produit un pays en 6 mois va lui permettre de rembourser sa dette. Tu vois ? Donc on est toujours dans cette logique-là. Et une des choses que les banques centrales ont toutes dans leur constitution, c'est la maîtrise absolue de l'inflation. Alors que ça ne devrait être en aucun cas une mission des banques centrales de maîtriser l'inflation à ces niveaux-là. Non. Parce que du coup, ce que ça veut dire au final, c'est que les banques centrales protègent le capital. Et là, c'est un peu fucké, parce que nous, travailleurs qui n'avons... on n'a pas d'immeuble, nous, tu vois. On n'a pas de machine plus que ça. On n'a pas plein d'actions. On n'a pas... Alors, petit à petit, on essaie de faire rentrer le capitalisme dans les maisons de tout le monde pour que tout le monde se sente un petit peu concerné par ça. Mais globalement, le gros des gens, dans tous les pays, n'ont pas ça. Du coup, qui protège les banques centrales, tu vois ? Les banques centrales protègent le capitalisme dans son ensemble et les personnes qui possèdent du capital, c'est-à-dire, en gros,
pas nous. Et du coup, là où c'est important, donc ça, vous voyez les statuts, notamment sur l'inflation de la Banque centrale du Canada que je suis allé chercher tout à l'heure. Et du coup, ce que ça nous dit, j'ai déjà enchaîné sur la suite parce que c'était important. Non mais je peux déjà enchaîner. La chose qu'il faut faire, c'est que dans une période d'inflation, il va falloir se battre coûte que coûte pour les salaires. Parce que si nous, on n'augmente pas nos salaires en période d'inflation, alors l'équilibre capital-travail qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire qui peut être à notre avantage, se retourne contre nous, puisqu'on va juste consommer moins ou pas. Tu vas survivre et c'est tout. Exactement. Ouais. Ce qui se passe en France, c'est énorme. En France, Total Energy, donc on a parlé tout à l'heure sur l'Ouganda, fait des profits records. Des profits records. Ils se servent de la guerre en Ukraine pour augmenter les prix sur des produits qui n'ont aucun rapport avec l'Ukraine. Notamment le pétrole, il y a des importations russes, mais nous, on a, en tout cas en France, on a une entreprise productrice de pétrole, qui est Total Energy, qui, elle, n'est presque pas impactée par le pétrole. Non, tu vois, et il pourrait... Par la guerre, pardon. Il ferait encore une tonne de fric sans augmenter, même s'ils étaient impactés par l'Ukraine. Exact. Et donc ça c'est plus ou moins intéressant, c'est que la grève qui a été déclenchée, parce que les salariés, eux ils te disent non mais attends guys, moi je subis l'inflation et en plus je travaille pas pour une petite entreprise qui en plus subit l'inflation elle-même et elle peut pas m'aider, tu vois. Non, je travaille pour une des entreprises qui s'est le plus enrichie. En plus, sur le dos de la planète, ça c'est cadeau, tu vois, en plus, tu vois. Et donc, les salariés, ce qu'ils disent, c'est que, attendez, guys, moi j'ai envie de aussi toucher du doigt ce pactole que vous faites. Il n'y a pas de raison. Je vais citer une personne que j'ai pas l'habitude de citer, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Oh my! Je sais. Nico qui va faire son jogging sur le bord de la Seine. Oui, qui va surtout se faire arrêter avec son bracelet électronique parce qu'il a quand même détourné plein de thunes pour ses campagnes. Qui a truandé avec la Libye et tout, qui a fait assassiner Kadhafi, enfin tu vois. Bon bref, il y a plein de... Ça, on en parle pas. Oui, non, ça on n'en parle pas aujourd'hui. Ce que disait Nicolas Sarkozy à un moment, qui est... En plus, je l'ai vu, c'était marrant parce que c'est celui qui a été appelé un des derniers gaullistes sociaux. Donc ça, c'est intéressant. Mais on comprend pourquoi, là. Ce que disait Nicolas Sarkozy lorsqu'il arrive au pouvoir, il me semble que c'est en 2007. Quelque chose comme ça. 5 ans après Jean-Marie fucking Le Pen, deuxième tour en 2002, tu vois, on s'en souvient. Ce que dit Nicolas Sarkozy, et qui est super intéressant, c'est que il dit la répartition des profits dans l'entreprise devrait être divisée en 3. 33% pour l'investissement. On achète de nouvelles machines avec les profits que l'entreprise a fait. Comme ça permet à l'entreprise de rester compétitive et d'améliorer sa production et aussi d'être meilleur pour les employés avec de meilleures machines. 30%, on est dans un monde capitaliste, va aux actionnaires. 33%, voilà. Et 33%, va aux salariés. C'est eux qui ont produit la richesse. Donc, Nicolas Sarkozy, le marxiste, nous dit ça. Au moment où il dit ça, l'année où il dit ça, Total fait des bénéfices normaux, pas exceptionnels, des bénéfices normaux. On est avant la crise de 2008, donc des bénéfices normaux. Si cette règle avait été appliquée, est-ce que tu sais combien aurait touché en prime de fin d'année n'importe quel des petits employés de Total? Donc le mec à la pompe, qui te sert la pompe, qui met l'essence, qui pilote le camion, etc. Si la règle des 30% avait été respectée, pour l'intéressement des salariés, chaque employé de Total aurait eu un chèque de fin d'année de plus de 100 000 euros. Holy shit! 100 000 euros comme 13e mois, qui représente plus que ton salaire annuel. Clairement. Et ça représente pour les 10 000 employés de Total, ça représentait en gros une division de 30% des bénéfices de l'entreprise. Les autres, ils reçoivent encore leur fric, là. Exactement. Et donc, ça veut dire que de l'argent dans les grandes entreprises, il y en a. De l'argent, il y en a. Et en gros, qui est un peu impacté par ça? C'est les travailleurs qui, eux, contribuent. Qui même créent la richesse de l'entreprise, on va pas se mentir, hein, soyons marxistes et soyons clairs. Et là où ça va pas, c'est qu'en France, actuellement, eux se mettent en grève parce qu'ils veulent toucher à une partie du pactole pour ne pas être impactés par l'inflation. Et ce qui est intéressant, c'est que la grève a duré 10 jours. Ça met tout le monde dans la merde. C'est logique. C'est une grève. Donc, je ne fais rien d'illégal, j'arrête de travailler. Je veux gagner plus. Je veux gagner à hauteur de ce que l'entreprise gagne. Je veux pas mettre l'entreprise dans la merde parce que c'est mon gagne-pain. Je veux juste que ce soit juste. Exactement, que ce soit équitable. Eh bien,
la première ministre française a envoyé les flics chercher les grévistes chez eux pour les réquisitionner. Elle est en train de remettre en cause le droit de grève en France. Et donc comme la grève, c'est une religion en France. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, là, si tu vas en France et il n'y a pas une grève quelque part par un groupe quelconque parce qu'il est en train de dire il y a quelque chose de pas correct, c'est pas normal. Exactement. Donc, wow. Exactement. Wow. Alors, je vois Kalza Kouné qui fait une remarque intéressante et qui dit « Ouais, on peut zapper la partie pour les capitalistes. Dans les 30%, oui. On peut. C'est Nicolas Sarkozy qui le propose à l'époque. » Voilà, c'est un peu, tu vois. Et là, on le dit dans le système dans lequel on est, là. On parle pas d'un système optimal, mais oui. Bien sûr que normalement, tout retombe dans la caisse commune, hein, on va pas se mentir. Mais en gros, là, ce qui est en train de se passer avec ce droit de grève qui est bafoué, c'est que le témoignage est juste incroyable. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, un salarié réquisitionné à son domicile, il est 10h, Clément Mortier, représentant syndical FO, Force ouvrière, nous explique que... En plus, juste... Oh my god, t'es chez toi. Non mais... T'es chez toi. Je peux pas imaginer. Un salarié nous a appelé ce matin. Les gendarmes l'ont réquisitionné à son domicile devant sa famille. C'est inadmissible. Et le meilleur, c'est... Ce salarié ne devait même pas travailler aujourd'hui. Il n'était pas sur les plannings. Non. Non mais guys, on demande à des gens qui sont en grève de venir travailler. Okay. Moi là, et je sais que c'est quelque chose qui se passe dans plein d'autres pays, mais les politiciens souvent ils viennent pas, tu sais, en chambre pour débattre, ce qui devrait être débattu pour des lois et tout ça. Moi je vois que s'ils sont pas là, ben on va les chercher à la maison puis on leur dit yo man, comme viens voter pour le truc sur lequel tu t'es payé. You know, do your job too. Là, si c'est ça la loi, viens-t'en. Et puis s'il te dit, ouais, bah non, je suis en grève, bah tu dis, bon, bah ok, il est en grève, tu vois. Voilà. Donc il accepte de ne pas toucher son salaire pour cette partie-là, etc. Donc là, ça, c'est un peu what the fuck. Et ça, c'est pas un bon signe parce que... Mais c'est un monde totalitaire. Exactement. T'es obligé d'aller travailler contre ton gré. On appelle ça plus ou moins de l'esclavage. Plus ou moins. On va pas se mentir, tu vois. Seulement, on se rend bien compte qu'il y a bien une chose qui est indispensable dans le système. On l'a vu pendant la période de la Covid-19, mais comme il y avait un intérêt supérieur, tout le monde est allé travailler. Tous les gens qui devaient aller travailler en première ligne sont allés travailler. Et c'est un moment où aussi la société est un peu redevable de ces gens-là. Et on n'a pas hésité à les applaudir, on n'a pas hésité à les soutenir. Là... Clairement, des travailleurs se battent pour avoir des conditions de travail justes. Et attention, il y a une ordurerie qui est en train de se passer, c'est que on est en train de monter les travailleurs les uns contre les autres en montrant combien gagnent les gens de chez Total déjà. Les gens de chez Total gagnent des salaires plus ou moins décents. Et pourquoi ? Aussi parce qu'ils se battent comme ça. There you go. Pourquoi tous les salariés ont droit... Alors, je le dis en France, j'invite pas tous les pays à faire la grève générale pour obtenir les mêmes conditions de travail, mais... En France, on a 5 semaines de congés payés minimum et on travaille 35 heures par semaine pour des niveaux de revenus qui sont plus ou moins équivalents aux revenus d'autres pays développés. Voilà. Ces conditions de travail ne sont permises que si tout le monde se bat pour les garder. Si tu commences à te montrer toi, parce que lui, il gagne plus, blablabla, le jour où c'est toi qui vas être attaqué, mon pote, il n'y aura plus personne pour te soutenir et tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire front. Et c'est ce qui est en train de se passer et c'est pour ça que je parle de grève générale. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a d'autres industries qui se disent « Hey guys, nous aussi, on peut peut-être tirer notre épingle du jeu. » Et qui va derrière ? Les secteurs de l'énergie. La centrale de Gravelines, donc la CGT, la Confédération Générale du Travail, qui est un des plus gros syndicats, en tout cas... Un des syndicats les plus connus, un des premiers syndicats en France, est en train de dire, guys, si les centrales nucléaires ne tournent pas, il va y avoir un problème. Du coup, go les gars. C'est le moment de prendre une petite augmentation de nos conditions de travail et notamment de nos salaires. C'est ce qu'est en train de faire également la SNCF, qui elle tourne majoritairement à l'électricité également, qui est en train de se dire, c'est peut-être intéressant pour les cheminots de regagner des acquis sociaux. On pourrait se retrouver assez rapidement avec un pays en grève générale, c'est-à-dire qui ne travaille plus, qui ne produit plus de richesse, et en gros qui met un peu tout le monde au pied du mur, Et cet exemple que donne la première ministre française en allant chercher des travailleurs chez eux, c'est un mauvais exemple et ça risque de se retourner contre elle. Je souhaite vraiment profondément que ça puisse arriver parce que ça permettrait non pas le sbeul, mais par contre ça répartirait également le gain des richesses entre capital et travail qui est
parfaitement inégalitaire, et on l'a vu notamment avec la crise de la Covid-19, les plus grosses familles et les personnes les plus riches se sont enrichies massivement pendant une crise mondiale, et maintenant que l'inflation est de retour, c'est peut-être un moment de retour de balancier bien nécessaire. En tout cas, si on reste dans le politiquement correct, je dirais juste c'est un moment de balancier bien nécessaire, tu vois, que le travail regagne un petit peu de marge de manœuvre par rapport au capital, chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Oui. On se fait grogner, on se fait rogner, etc. Et oublions pas une chose aussi, c'est que faire grève au Canada quand t'as une pénurie de main-d'œuvre, ça peut permettre de gagner des acquis sociaux. On va noter notamment en Nouvelle-Écosse alors, même si c'est pas la panacée et si c'est pas parfait, les augmentations de salaire du secteur de la petite enfance, qui sont à noter, c'est un sacré plan d'investissement. Même si j'ai vu une publication très très bonne de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse qui disait l'augmentation salariale et les investissements dans le secteur de la petite enfance, ce n'est peut-être pas suffisant. C'est une mesure, mais ça ne fera pas tout. Non. Et quand j'entendais les montants qu'ils gagnent maintenant, j'étais là genre quoi? Mais c'est ça l'augmentation? Ça c'est... Qu'est-ce que c'était le salaire avant si c'est ça l'augmentation? Exactement. Jesus Christ, c'est les gens qui sont en train de faire fonctionner la prochaine génération. Exactement. Genre, et je pense que ça aussi, en plus au niveau financier, mais c'est aussi de revaloriser tous les emplois en se disant attends une minute, peut-être que c'est la personne en bas de l'échelle qu'on respecte pas trop, le gars qui travaille dans la station essence, etc. Peut-être que lui aussi il vaut quelque chose. Exactement. C'est ça, c'est les emplois où on se dit que c'est des personnes qui servent à rien ou qui sont un peu les ratés de la société. En fait non, attends une minute, sont toutes ces personnes-là, les petites personnes que souvent sont ignorées, en fait, c'est un peu important. Exact. Les métiers du lien. Voilà. Je voulais en finir là-dessus. Ça me semblait intéressant de parler de l'inflation, du rapport capital-travail, parce que c'est ce qui va nous driver là pendant les prochaines années. Et notamment, si on fait rentrer la notion d'écologie, on peut aller même un peu plus loin dans la réflexion. Mais voilà, c'était un petit peu notre première partie d'émission. On va se faire une deuxième partie d'émission après, un peu plus courte, un peu plus chill. Ouais. Peut-être que là on va se faire une pause, ça vous laissera le temps peut-être de vous masser le périnée. Voilà. Prendre un petit peu le clair de lune sur l'arrêt. Tu veux recharger, je vais aller recharger mon cristal. Là. Yeah. Du coup, on fait une petite pause de 5-6 minutes et puis on se retrouve juste après pour jaser ensemble. Merci, à toutes.